11 novembre 1918 marque la fin d'un conflit de 4 ans. La Grande Guerre se solde par un bilan de plus de 38 millions de morts, blessés ou disparus. L'année 1918 voit enfin la fin d'une guerre qui a miné l'Europe. À 10h50, le dernier poilu français meurt au front. À 11h, le cessez-le-feu est effectif et partout en France, les cloches sonnent. Parmi tous les combattants, les Zouaves avaient une réputation de vaillance, mais aussi d'insolence, qui les a rendus très populaires, et tout particulièrement ceux du 2e régiment, dont une chanson a retracé leur gloire et leur héroïsme. La vie reprend lentement son cours et les guinguettes, véritables havres de paix, fleurissent. À Paris, les bornes de marne permettent d'oublier ce qui devait être la der des der. Le dimanche, on revit au bord de l'eau. Les berges de la Marne respirent la joie de vivre. On se baigne, on pêche, on canote. Les chanteurs réveillent celles et ceux qui font la sieste sur l'herbe et l'on y cueille, en 1919, les premières violettes de la victoire et de la paix. Mais cette insouciance cache mal la fin d'un monde avec la disparition des empires et déjà le terreau qui fera le lit d'une autre guerre. En 1929, le monde est frappé par une crise économique sans précédent, à l'origine de la montée de régimes totalitaires, notamment le fascisme en Italie et le nazisme en Allemagne, qui vont déclencher la guerre. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne, alliée de la France. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. En juin 1940, les troupes du Reich occupent les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le Danemark, la Norvège et une partie de la France. En Normandie, le 9 juin, les Allemands sont à Rouen. Le 17 juin, dans la Manche, venus de l'Orne par Vire, 2 colonnes blindées allemandes traversent le sud du département. L'une prend la direction de Saint-Lô puis 40 ans, l'autre passe par Gavray et Coutances. Ce sont les unités avancées de la 7e division blindée commandée par Erwin Rommel, qui a pour objectif la prise de Cherbourg. Ce même jour, alors que tout semble perdu, que partout on entend « La guerre est finie, c'est Pétain qui l'a dit », une poignée de soldats irréductibles s'accroche dans le Cotentin à Saint-Sauveur de Pierrepont. Mais cette résistance est vaine et Rommel peut se ruer sur Cherbourg et atteindre son objectif le 19 juin. La Normandie, désormais occupée, confie sa protection à Marie. Le 18 juin 1940, alors que la France a été envahie et que le maréchal Pétain s'apprête à signer l'armistice, un général français appelle à poursuivre le combat. Sur les ondes de la BBC, Charles de Gaulle prononce un appel qui marquera la naissance de la résistance à l'Allemagne. Elle s'organise à la fois à Londres et clandestinement sur le territoire français. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Dans la Manche, la résistance se met en place dès 1940 et se structure à partir des années 1941 et 1942. Ce sont une vingtaine de réseaux qui recrutent dans tous les milieux pour rechercher partout, dans un premier temps,
des informations sur les défenses allemandes. Au printemps 1943, un groupe de jeunes artistes épris de liberté vont traduire en chansons le courage des combattants de l'ombre et des maquisards. Anna Marly, la chanteuse de la Résistance, interprète le chant des partisans devant les micros de la BBC. L'air est très rapidement repris et entonné par les résistants dans toute la France. Il deviendra l'hymne de la libération, portant les valeurs de la liberté, de la dignité, du courage et de l'exemplarité. Au printemps 1944, la Manche compte 1800 résistants au sein des FFI. La Manche vit à l'heure allemande, et c'est durant plus de 4 ans que les troupes allemandes occuperont la Basse-Normandie. Les restrictions sont sévères. Les hommes sont réquisitionnés
pour aller travailler en Allemagne. Les arrestations sont nombreuses. Les plages et les havres, dans lesquels ne sont plantées que les asperges de Rommel, sont sous contrôle de l'occupant. Le littoral est bordé de champs de mines et de blocos. Ce ne sont pas moins de 200 000 obstacles qui sont installés le long du mur de l'Atlantique. La pêche à pied finit par être interdite. À l'approche du débarquement, les bas normands voient arriver des milliers de soldats allemands en renfort. Pour la population qui paiera un lourd tribut de la reconquête des forces alliées, les privations s'aggravent. Les bombes américaines et britanniques sont déversées en masse pour désorganiser la logistique nazie. Des milliers de civils sont tués lors de ces raids. Les sanglots longs des violons de l'automne. Ces 3 vers de Paul Verlaine, diffusés par Radio Londres le 1er juin 1944, résonnent sur les postes TSF juste après la formule légendaire. Si lent. Les Français parlent aux Français. Le débarquement des Alliés sur les plages de Normandie est imminent et les résistants doivent entamer des opérations de sabotage pour ralentir l'envoi par les Allemands de matériel et de renforts. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Le 5 juin 1944, Radio Londres termine la strophe qui annonce le passage à l'offensive. L'opération Neptune est lancée et une invincible armada de plus de 7000 navires débarquera sur les plages de Normandie 150 000 hommes. Dans la nuit du 5 au 6 juin, entre 2h et 3h, les navires se positionnent à environ 10 000 au large des plages. Sur les ponts des navires, comme sur les aéroports, l'atmosphère est lourde et pesante, et chaque homme se prépare à sa manière pour le grand bond vers l'inconnu. Écoutons la prière du lieutenant-colonel Wolverton. Dieu Tout-Puissant, dans quelques heures nous combattrons l'ennemi. Nous n'appréhendons pas la bataille. Nous n'implorons pas de faveur ou d'indulgence. Nous demandons que, si telle est votre volonté, vous nous utilisiez comme vos instruments pour le droit et le retour de la paix dans le monde. Nous ne voulons savoir ni ne demandons quel sera notre destin. Nous demandons seulement que si mourir nous devons, que ce soit en homme, sans plainte et assuré d'avoir fait notre mieux pour ce que l'on croit juste. Ô Dieu, protège nos êtres chers et sois parmi nous dans la bataille. Et avec nous maintenant, que nous te prions, et pour tous, au petit matin, le jour le plus long commence. Qui pourra oublier Sword Beach, à Ouistreham, où débarquent 28 840 hommes, dont les 177 Français du commando Kiefer. Juno Beach, à Courseulles-sur-Mer, et les 21 400 soldats canadiens et britanniques. Gold Beach, à Romanche, au centre du dispositif, où débarquent 24 970 Anglais. À Romanche est son port artificiel, dont on aperçoit encore aujourd'hui les derniers vestiges. Omaha Beach, la sanglante, à Colville-sur-Mer, et les 34 250 Américains qui font face au feu fourni de l'ennemi. Colville-sur-Mer,
où l'émotion est toujours grande et palpable en découvrant les 9387 tombes de jeunes Américains de toute confession qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la et notre liberté. Utah Beach, à Sainte-Marie-du-Mont, et les 23 250 Américains qui ont pour objectif de s'emparer de Cherbourg. Qui pourra également oublier les 23 400 soldats alliés parachutés sur la zone des premiers combats? Ayons une pensée particulière pour Bernard Dargols, le GI français, décédé le 29 avril dernier, à l'aube de ses 99 ans. Bernard Dargols est le seul Français ayant participé au débarquement sous l'uniforme américain et sous la bannière étoilée. La difficile et meurtrière bataille de Normandie commence. 10 500 soldats alliés sont tués, blessés, faits prisonniers ou portés disparus le seul 6 juin 1944. L'avancée des troupes alliées, très lente et coûteuse en vie humaine, se transforme très rapidement en guerre d'usure. La conquête d'un pré ou d'une haie nécessite le sacrifice de plusieurs dizaines de vies. Les soldats américains surnomment le bocage normand l'enfer des haies. Bataille des haies qui prendra fin le 24 juillet avec le lancement de l'opération Cobra. Les pommiers fleurissent comme un symbole de liberté dans une Normandie presque libérée. Pensons à ces soldats qui ont quitté il y a plus de 75 ans leurs parents, leurs familles, leurs enfants, et rendons un juste hommage aux vétérans à qui la Normandie doit tant. La ville de Cherbourg est libérée depuis le 26 juin, lorsque dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1944, les premiers éléments de la 2e division blindée débarquent à Saint-Martin-de-Varreville. Après leur regroupement à l'Aie du Puy, les hommes de Leclerc reçoivent l'ordre d'avancer plein sud sur les routes du Cotentin, puis vers Le Mans. La 2e DB fait face à l'ennemi à Granville et se distingue une nouvelle fois par son héroïsme et la détermination de ses hommes. L'état-major allié avait prévu la libération de Caen, important carrefour routier, dès le 6 juin. Mais les Anglais, avec l'aide de la résistance, ne libéreront la rive gauche qu'un mois plus tard, le 9 juillet 1944. La rive droite ne sera libérée que le 19 juillet. Preuve de la lente progression dans l'enfer des haies et de la grande difficulté d'anéantir certaines poches de résistance à l'ordre. La Normandie retrouve peu à peu sa liberté et peut commencer à penser ses plaies. Et les plaies sont nombreuses. Le 6 juin, on dénombre à Saint-Lô 500 à 800 victimes civiles suite aux 2 bombardements qui ont frappé la ville à 20h, puis plus tard, dans la nuit, entre 23h et 2h. Saint-Lô, capitale des ruines, est marquée à tout jamais et mettra 44 jours à être libérée. Le 12 juin, à 11h12, une pluie aussi brutale qu'inattendue de bombes larguées par une trentaine d'avions américains s'abat sur le carrefour central de Torigny-sur-Vire, qui paiera un lourd tribut. 55 morts, 15 blessés graves, 207 immeubles totalement détruits, dont le château, et 1200 sinistrés. Comment l'éventer a été libéré le 13 juin. Saint-Lô ne sera libéré que le 18 juillet. Et il faudra
encore attendre les 30 et 31 juillet pour que Condé-sur-Vire et Torigny-sur-Vire soient libérés grâce à la bravoure de la 35e division d'infanterie Santa Fe, débarquée à Omaïch le 5 juillet et qui avait été chargée de tenir le front en préparation de l'opération Cobra. La Vire ne sera franchie que le 5 août. La 35e division repoussera les Allemands jusqu'au 30 août avant d'être transportée sur le Mont. Pour elle, la bataille de Normandie est terminée. Saint-Amand est libéré le 1er août. Le général Schmidt, commandant la 3e division de parachutistes allemands, quitte à la hâte son PC, installé au château des Branches. Dans le bourg, le clocher, poste d'observation et de mitraillage, est mutilé par des tirs d'artillerie. Ce même mardi 1er août, personne ne pouvait s'imaginer qu'un obus tomberait à 17 heures dans la cour de la ferme de Marie et Jean Pagnon à la Vigne. Ferme alors occupée par des réfugiés et où étaient présentes quelques personnes dont le chanoine Chignon et un officier américain pour réorganiser la vie à Torigny-sur-Vire. La liesse de la libération fait place au drame avec 23 victimes et une vingtaine de blessés. Torigny-sur-Vire n'a pas oublié et commémore chaque année cette tragédie. Plus à l'est, le 22 août au soir, le général Leclerc, qui ronge son frein près de Laval, reçoit enfin l'ordre tant espéré de marcher sur Paris, qui attend depuis 2 mois les Américains. Mais c'est dans un enthousiasme populaire indescriptible que les banlieusards aperçoivent les couleurs de la France sur les tourelles de Charles Sherman. À la surprise succède une indicible fierté. La foule envahit les rues. On monte sur les chars, les drapeaux français fleurissent et la rumeur se propage jusqu'à Paris. Les Français, ce sont les Français de la guerre. Le 24 août, les éléments de la 2e DB du capitaine Drone entrent dans Paris par la porte d'Italie et la porte d'Orléans. Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Et Paris commence à gronder et le lendemain c'est la guerre. Paris se réveille et il ouvre ses prisons. Paris à la fièvre, il la soigne à sa face.
Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Les combats se poursuivent dans de nombreux secteurs de la capitale. Et c'est le 26 août que le général de Gaulle descend les Champs-Élysées en direction de Notre-Dame, où il assiste à un Te Deum. Notre-Dame, qui a échappé grâce au général von Scholtitz et au consul de Suède Raoul Nordling à la destruction promise par Hitler, mais qui, 75 ans plus tard, sera en grande partie détruite par un incendie. Notre-Dame, symbole de l'histoire de France, expression de la beauté de la foi chrétienne, cœur battant de notre pays et maison de Dieu. Notre-Dame, qui ne sera plus jamais ce qu'elle a été auparavant. Le 2 mars 1941, le général Leclerc avait fait le serment de ne pas déposer les armes avant que le drapeau français ne flotte sur Strasbourg. Promesse tenue. Le 23 novembre 1944, lorsque Maurice Lebrun, jeune spahi de 23 ans, dépose sur la flèche de la cathédrale alsacienne un drapeau français de fortune marqué de la croix de Lorraine. À la même période, une ritournelle cocardière et qui fleure bon la libération est sur toutes les lèvres et fait figure d'hymne à la libération. Ce n'est qu'un an plus tard, le 2 septembre 1945, bien après l'armistice du 8 mai 1945, que la Seconde Guerre mondiale prendra définitivement fin avec la capitulation du Japon. Nous le savons tous, la paix est une flamme fragile. Nous avons un devoir de vigilance et chaque fois que nous le pouvons, rendons hommage aux anciens combattants pour que ne sombrent pas dans l'oubli les sacrifices et les souffrances des générations qui n'ont pas hésité à combattre et à mourir pour notre liberté. Méditons les paroles de Bernard d'Argolz. Je pensais qu'on n'entendrait plus jamais parler de dictature, de nazis, mais l'homme est ainsi fait. Plus on s'éloigne de la guerre, plus on l'oublie. Un bon orateur peut rassembler beaucoup de gens, surtout s'il promet la lune à des ignorants. En hommage à toutes celles et ceux qui se sont battus au cours des trop nombreux conflits et qui ont fait le sacrifice de leur vie pour notre liberté, gardons toujours présent à l'esprit le devoir de mémoire et engageons-nous à tout mettre en œuvre afin de construire au mieux pour nos enfants un monde de paix. N'oublions pas les hommes et les femmes qui représentent également sous mandat international la France sur les théâtres d'opérations extérieures et qui luttent chaque jour contre le terrorisme en payant un lourd tribut pour défendre les valeurs